Salut tout le monde, bienvenue, bonsoir à tous. Ici Céline, je vous attends pour une nouvelle conférence nutrition. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien démarré la nouvelle semaine. J'espère que vous avez aussi fait la séance de sport hier soir avec Séverine. Ce soir c'est mon tour comme tous les mardis. Et du coup on parle nutrition, alimentation. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez, comme ça je sais que je ne suis pas toute seule et je vais pouvoir commencer. Dites-moi, voilà, mettez-moi votre prénom si vous avez un pseudo sur Facebook que je puisse vous appeler par votre prénom, c'est toujours plus sympa. Dites-moi d'où vous venez, tiens, on va changer ce soir. Mettez-moi un petit Aude du 83 par exemple. Et dites-moi comme ça, je sais qui est là, qui est avec moi. J'aime bien retrouver les mêmes têtes, j'aime bien accueillir aussi des nouveaux. En attendant, je vais me présenter justement s'il y a des nouveaux. Donc moi, je m'appelle Céline Claus. Je suis experte en nutrition pour le programme de coaching Michel Baudin. Et je vous retrouve donc tous les mardis soirs pour une conférence en live. Donc on est ensemble à 18h30 tous les mardis. J'en profite pour vous dire exceptionnellement, la semaine prochaine, ce sera pas mardi, ce sera lundi à la place de mardi. Mais sinon, habituellement, moi, c'est le mardi à 18h30. Mettez-moi des petits coucous, pour l'instant je vous attends, j'ai pas encore vu défiler des choses sur mon écran, donc je vais vous attendre un petit peu. On est peut-être un petit peu en avance, non ça va, 32. Mettez-moi, voilà, si vous allez bien, mettez-moi d'où vous venez. Faites-moi coucou, ceux que je vois aussi en coaching perso, je sais que vous êtes là, donc faites-le moi savoir. Et en attendant, je vais vous expliquer de quoi on parle ce soir. Ce soir, c'est une session un peu spéciale, dans le sens où je ne vais pas traiter un thème précis de la nutrition ou de l'alimentation. Par contre, je vais répondre à vos questions. En fait, vous savez, chaque semaine, le but, c'est d'interagir ensemble. Et en live, vous me posez des questions et vous êtes super actifs. Donc ça, c'est génial. Nous, on aime bien les gens qui sont dans l'action. Donc c'est top. Et vous posez plein de questions auxquelles j'essaye de répondre à chaque fois. Mais des fois, mon écran défile tellement vite, et je parle peut-être des fois un peu trop, que du coup, j'ai pas le temps. Et il y a des questions qui passent à la trappe, qui passent au travers des mailles du filet. Et du coup, j'ai pas le temps d'y répondre. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai repris mes lives, j'ai relu tous vos commentaires. Et les questions auxquelles je n'ai pas encore répondu jusque-là, je les ai notées. Donc j'ai ma petite liste là de questions. Pour que vous puissiez quand même avoir des réponses. Le but, c'est pas que ça reste sans réponse. Au contraire, moi, je veux vous apporter des réponses à vos questions. Des fois, en live, comme je le disais, ça va tellement vite qu'il y a des questions qui passent un petit peu à la trappe. Mais je les ai repêchées, ces questions. Et ce soir, je suis là pour y répondre. Donc, j'ai fait ma liste. Donc, vous m'excusez si de temps en temps, je baisserai la tête. C'est juste pour lire les questions qui étaient jusque-là restées sans réponse. Et du coup, on va débuter, on va rentrer dans le vif du sujet dans 2 petites minutes. J'attends encore simplement que vous soyez un petit peu plus nombreux. Ça y est, il y a des pouces qui arrivent. Coucou Jennifer du 42. Je vois que Philippe est avec nous. Coucou Fifi. Olivier nous dit hello avec un petit biceps. Donc Olivier, je suppose que tu es en pleine forme aujourd'hui. Allez-y les autres, mettez-moi un petit peu votre humeur du jour. Est-ce que ça va avec des petits smileys? Ça va pas? Moi, j'espère que tout le monde est en forme en tout cas. Et je vais vous laisser le temps d'arriver. Voilà, Philippe me répond coucou. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Alors, je vais commencer. Ah, il y a Hello qui nous a rejoint. Coucou Hello. Ça y est, vous êtes en train d'arriver. Je vais vous laisser encore 3-4 petites minutes et on démarre avec les questions. Moins que 3-4 petites minutes, je dis 3-4 minutes, mais non, on va laisser une petite minute et ensuite on démarre. Catherine est parmi nous. Bonsoir Catherine, bienvenue dans ce live. Merci Fifi pour le retour sur le son. Si tu m'entends, c'est cool. Ok, alors je vous propose donc ce soir de reprendre les questions. En tout cas, moi j'ai noté un petit listing de questions avec les personnes qui me les avaient demandées. J'espère que vous serez là. Du coup, si vous m'avez posé des questions et que pour l'instant, j'avais pas eu le temps d'y répondre dans les lives, j'espère que vous êtes là. La première question, c'est Sébastien Degore et Pop 70s. Je sais pas si Sébastien et Pop 70s sont là ce soir. S'ils le sont, ils vont être intéressés parce que je vais leur donner une première réponse à une question. Ces 2 personnes-là m'ont demandé quel type de pain consommer.
D'accord? Il se demandait, voilà, est-ce que tous les pains se valent? Quels sont ceux à privilégier? Ou au contraire, ceux à limiter, voire à éliminer? Alors, Sébastien et Pop, et tous les autres, parce que je suppose que c'est des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Alors, la première des choses, c'est de se dire que le pain n'est pas à bannir de votre alimentation, d'accord? Il y a trop de gens, notamment des personnes qui sont sur un objectif de perte de poids, qui me disent, bah moi je mange pas de pain. Oui, mais pourquoi? Ben parce que ça fait grossir. Pas tout à fait, d'accord? Donc le pain n'est pas à bannir, même si vous voulez perdre du poids. Ça, c'est le premier point. Ensuite, alors pourquoi? Ben parce que le pain, il a plein d'intérêts, d'accord? C'est plein de fibres. Le pain, les fibres, d'un côté, ça facilite le transit. D'un autre côté, c'est bon pour la santé. Et en plus, ça amène à satiété, c'est-à-dire que quand on mange des fibres, on ressent bien ce sentiment de satiété. Donc, ça nous évite de manger trop. Donc ça, voilà, un premier intérêt à manger du pain. Ensuite, c'est des glucides complexes. Ces glucides complexes, ils vont nous amener de l'énergie, d'accord? L'énergie qu'on va ensuite dépenser pour faire nos activités quotidiennes. Donc, on va puiser l'énergie du pain à travers les glucides complexes. Il y a des vitamines dans le pain, notamment des vitamines du groupe E et des vitamines du groupe B, d'accord? Donc, c'est toujours bon à prendre. Et des minéraux, potassium, magnésium, fer, calcium, etc. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, je vois que vous êtes en train d'arriver, super, bonsoir, j'en profite, bonsoir Émilie, bonsoir Cédric. Est-ce que vous pouvez me dire en commentant quel type de pain vous consommez au jour d'aujourd'hui et surtout pourquoi vous choisissez ce type de pain? Donc mettez-moi par exemple baguette et derrière parce que j'aime le goût, parce que parce que je pense que c'est sain. Mettez-moi pain aux graines parce que j'adore le sésame et voilà, je peux pas m'en passer. Mettez-moi ce que vous consommez et pourquoi vous avez choisi ce type de pain. Ou au contraire, est-ce que vous alternez? Est-ce que vous consommez du pain de mie parce que c'est facile et ça se conserve facilement à la maison de par le processus industriel qu'il y a derrière. Donc j'aimerais un petit peu que vous me fassiez un détail des pains que vous consommez. Si vous n'en consommez pas, mettez-moi aussi, moi j'en consomme pas, mais mettez-moi surtout pourquoi vous en consommez pas. Parce qu'en fait c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont vos motivations à consommer ou pas du pain et à consommer tel ou tel type de pain? Est-ce que vous pouvez m'écrire tout ça? Vous qui êtes là, je vois que vous êtes plusieurs à être là. Donc j'aimerais, dites-moi un petit peu ce que vous consommez comme pain. En attendant que je lise vos commentaires qui vont arriver, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous me recevez, et du coup le retour pour moi au niveau des commentaires est décalé d'autant plus. Donc je vais vous expliquer, je vais vous classifier un petit peu les pains pour répondre à la question de Sébastien et Pop70 qui me demandaient quel type de pain je dois consommer. Les pains qui sont à limiter, voire à supprimer, d'accord? C'est le pain de mie, parce que c'est industriel, on n'a pas que du pain là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas que de l'eau, de la farine, etc. On a tout un processus, c'est du pain qui est industrialisé, c'est un produit transformé par l'industrialisation, par l'industrie agroalimentaire. Et du coup, les produits transformés, on n'aime pas trop. Ça rajoute, il y a souvent du sucre qui est ajouté dedans, peut-être même des additifs, des conservateurs, effectivement, pour que ça se conserve mieux. Donc ceux-là, je vous les déconseille. Tout ce qui est biscottes, les biscottes, les Crisp Rolls, ce genre de choses, même si maintenant ils font des Crisp Rolls complets, sans sucre ajouté, ça existe. Mais au niveau de l'index glycémique, vous savez, l'index glycémique, c'est... l'index, c'est le critère qui permet d'évaluer l'élévation de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Et tout ce qui a cette texture un petit peu croustillante, cracotte, biscotte, Crisp Rolls, c'est vraiment pas génial au niveau de l'index glycémique. Donc du coup pour notre santé, c'est pas terrible. Je vous conseille de trouver une autre alternative. On va voir lesquelles tout à l'heure. Mais ça c'est plutôt à éviter. Et dernière chose, moins pire que tout ce qui est industriel, mais la baguette, c'est-à-dire le pain blanc en format baguette. Celui-là, il n'est pas terrible non plus au niveau, pour les mêmes raisons, au niveau de l'index glycémique. Cet index glycémique, pourquoi il ne faut pas qu'il soit élevé? On en a parlé il y a quelques temps dans un live qui était vraiment dédié à l'index glycémique, mais je vais vous en reparler rapidement. D'un côté, du coup, notre glycémie, elle va monter. À terme, on risque d'avoir du diabète de type 2, et d'un autre côté, ces glucides en excès vont se transformer en graisse, et du coup, on va gonfler, et c'est pas du tout, a priori, c'est pas ce qu'on recherche.
Voilà, la baguette, et puis tout ce qui est issu de l'industrie, cracottes, biscottes, Crisp Rolls et pain de mie, ceux-là vraiment essayez de les éviter. Ensuite, on a les pains aux graines. Sésame, courge, graines de lin, tournesol, etc. Ceux-là, ils sont plutôt bien parce qu'ils sont riches en acides gras polyinsaturés. C'est ces fameuses graisses dont on dit qu'elles sont bonnes, d'accord? Les bonnes graisses, c'est celles-là. Donc, pour notre santé cardiovasculaire, les pains aux graines, ils sont plutôt bien. Donc, ceux-là, voilà, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, le pain au levain. Le pain au levain, c'est celui qui est fait avec une levure industrielle boulangère. Celui-là aussi, il a un intérêt parce que en fait, il va permettre, a priori, le levain permet une meilleure assimilation du calcium, du fer, du magnésium. Donc, en consommant du pain au levain de temps en temps, on va y trouver un intérêt pour notre santé. Donc, celui-là aussi, vous pouvez en consommer. Ensuite, pour répondre plus précisément à la question de... Je crois que c'était Sébastien qui m'avait posé cette question. Il me disait, oui, mais entre le pain complet et le pain intégral, lequel des deux? Alors, j'ai pas de réponse franche, vraiment tranchée à te donner là-dessus, Sébastien. Moi, je te conseille d'alterner. Ça, c'est sur les pains, c'est la meilleure alternative, en enlevant ceux que j'ai cités avant. Le pain complet et le pain intégral, ils se ressemblent ces deux pains. Alors, pour vous expliquer, le pain complet, il est fabriqué avec une farine qui utilise des grains de blé qui sont quasiment en entier. C'est-à-dire que on a gardé le son et le germe presque en entier. D'accord? Je dis presque parce qu'il y a une nuance. Vous allez voir après la différence avec le pain intégral. Donc, comme dans ce son et dans ce germe, c'est là qu'on trouve le plus de fibres, le plus de minéraux et de vitamines. Le pain complet, il est intéressant pour ça. Et en plus, le pain complet n'a pas un index glycémique trop élevé. Donc, double intérêt. D'accord? Donc, le pain complet, allez-y. Privilégiez ce pain parmi tous les pains qu'on peut trouver sur le marché. Sébastien m'avait demandé la différence, ou en tout cas, est-ce que vaut mieux du pain complet ou du pain intégral? Le pain intégral, on n'a vraiment rien retiré. C'est-à-dire que le son et le germe de la céréale brute de base est complètement, et rien n'a été tamisé. On n'a rien supprimé, on n'a rien retiré. Donc voilà la petite nuance entre pain complet et pain intégral. C'est une histoire de quelque chose qu'on a retiré par rapport à la céréale brute. Donc le pain intégral, il est fabriqué avec la totalité du son et du germe. En tout cas, la farine qui permet de fabriquer le pain intégral conserve la totalité du son et du germe de la céréale. Donc ça, c'est génial. Fibres, minéraux, vitamines. Donc voilà un petit peu sur la consommation des pains. Moi, je privilégie vraiment pain complet, pain intégral, pain aux céréales, parce que leurs qualités nutritives ont fait leurs preuves. À l'inverse, comme vous avez compris et comme je vous l'ai dit, on enlève le pain de mie. Attention au pain de mie complet aussi, ça se vend. Le pain de mie complet qui est dans des sachets, tout comme le vrai pain de mie, celui-là, voilà, c'est pas le pain complet dont moi je parle. Moi je vous parle vraiment du pain de boulanger là. Donc enlevez tout ce qui est industriel, c'est vraiment pas nécessaire. Ça n'a pas d'intérêt au niveau nutritif. Est-ce que j'ai tout dit sur les pains? Je ne sais pas si Sébastien, du coup, qui m'avait posé la question, et Pop70 sont là. Je vois que Carole et Nicole nous ont rejoints. Bienvenue à toutes les deux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur les pains? Non, je crois que j'ai fait le tour au niveau des pains. C'est bon, vous me mettez des pouces si vous avez compris quel pain. Est-ce que vous pouvez me dire, ça y est, c'est bon, je sais quel pain consommer, et à l'inverse, lesquels limiter. Mettez-moi des petits pouces, comme ça je sais que je me suis fait comprendre, que vous avez tout capté sur ce thème des pains. Je vous laisse faire. En attendant, je passe à ma deuxième question. J'ai relevé une question dans un des commentaires que vous avez laissé. C'est notamment Virginie qui a laissé cette question, qui me demandait c'est quoi les macronutriments. Alors Virginie, les macronutriments, c'est ce qui est compris, enfin c'est ce qui est dans nos aliments. C'est-à-dire c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nos aliments qui va nous amener de l'énergie. D'accord? C'est la seule source d'énergie que l'on va trouver dans l'alimentation. C'est les seuls apports énergétiques qu'on va pouvoir se faire. Ces macronutriments, ils sont au nombre de 3. Il y a 3 familles. La famille des glucides, donc ça c'est la grande famille des sucres. On a les sucres simples d'un côté et les sucres complexes de l'autre.
La famille des lipides, ça c'est la grande famille des graisses au pluriel aussi parce qu'on a plusieurs types de graisses. 3 types, les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les graisses polyinsaturées. Globalement, les mono et les polyinsaturées sont plutôt ce qu'on appelle les bonnes graisses et les graisses saturées sont plutôt les mauvaises graisses, en tout cas celles qu'il faut limiter. Troisième famille de ces macronutriments, c'est les protéines, d'accord? 2 sources de protéines possibles, les protéines animales, viande, œufs, poissons, lait. Et d'un autre côté, les protéines végétales qu'on peut retrouver dans les légumineuses, dans les oléagineux par exemple, d'accord? Donc on a 3 familles de macronutriments et c'est ce que notre alimentation permet d'amener à notre corps. Le but, c'est de trouver une répartition de macronutriments et je pense que c'est dans un live où j'ai dû parler de macronutriments, notamment sur la répartition, que tu me poses cette question, Virginie. Donc le but, c'est de trouver un équilibre entre ces 3 familles pour qu'on ne manque de rien, pour qu'on soit en forme et qu'on ait assez d'énergie pour fonctionner au quotidien. D'accord ? Il faut aussi faire une sélection dans ces macronutriments. Certains sont à limiter, d'autres sont au contraire à privilégier. Et là, je profite de ce moment-là, Virginie, du coup, pour te répondre spécifiquement, mais je pense que ça intéresse tout le monde. Déjà, pour avoir une réponse un petit peu plus détaillée sur ces macronutriments, je vous invite à revoir le live qui date du 4 décembre. Le 4 décembre, j'ai fait un live entier qui était consacré à ces macronutriments. Donc, vous pourrez retourner sur la page, vous remontez jusqu'au 4 décembre. Et vous allez trouver décembre, je ne sais plus si j'ai dit février avant, mais c'est décembre. Et vous allez pouvoir retrouver ce live sur les macronutriments. C'est vraiment la base de l'alimentation. Si vous êtes un peu perdu dans les notions de la nutrition, je vous encourage à revoir ce live. Ça va vous éclairer vraiment d'une façon la plus précise et la plus concise à la fois possible. Et d'autre part, cette répartition de macronutriments, elle intéresse beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'elle a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est d'être en bonne santé. Être en bonne santé, ça veut dire ne manquer de rien, ne pas être en carence, être en pleine forme, ne pas avoir des coups de mou dans la journée, être au top de sa forme. Deuxième enjeu d'une bonne répartition des macronutriments, c'est la gestion du poids. Et là, j'ai vu dans les commentaires, j'ai compris que vous êtes hyper nombreux à contrôler votre poids, peut-être certains à vouloir perdre quelques kilos superflus. Et la répartition des macronutriments, elle est essentielle. Si on ne sait pas comment équilibrer ces macronutriments, c'est très compliqué d'envisager une perte de poids et d'envisager une santé qui soit de fer. Donc pour ça, si ça vous intéresse, et plus que si ça vous intéresse, si vous êtes hyper déterminé à se faire coacher, hyper déterminé à avoir... à atteindre vos objectifs avant la fin de l'année ou avant l'été. Pour certains d'entre vous, je sais que c'est le cas. Je vous invite à nous contacter. Si vous avez un projet sérieux, d'accord ? Nous, on encadre beaucoup de gens qui viennent en coaching personnalisé avec nous, c'est-à-dire que c'est des rendez-vous qui se font par téléphone avec un plan alimentaire que je vous délivre, que je vous explique, qui est fait pour vous, que je calcule justement vos macronutriments pour vous. Et ça, c'est important pour beaucoup d'entre vous. Si vous êtes vraiment motivés, nous, on se fera un grand plaisir de vous encadrer et de vous accompagner sur du long terme pour atteindre vos objectifs. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le petit lien que j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo-là que je suis en train de tourner. Et vous allez pouvoir du coup prendre un rendez-vous avec un coach pour faire un bilan. Et en fonction de ce bilan, si c'est la nutrition dont vous avez besoin, on va être mis en relation tous les deux. Et là, c'est là qu'on va enclencher des choses avec des choses qui sont faites sur mesure. Ce que je vous délivre, c'est du clé en main. C'est du 100% sur mesure. S'il y a des gens là qui sont derrière leur vidéo que j'ai déjà coaché en perso, vous pouvez dans les commentaires mettre votre petit avis sur le retour que vous avez eu de ma part. Et le suivi qui s'est installé entre nous. Mais donc je fais cet appel si vous avez besoin d'un encadrement et vous êtes déterminé dans ce cas-là, faites appel à nous et cliquez sur le lien qui est dans la vidéo. Sur ce, j'ai répondu du coup à la question de Virginie sur les macronutriments. Je continue ma petite liste et il y a 2 personnes, à savoir Vanessa et Pop70 qui étaient déjà dans la question d'avant, mais elle m'avait posé plusieurs questions, Pop70, donc j'espère que tu es là pour écouter les réponses ou au moins que tu pourras voir les réponses en replay. Ces 2 personnes, donc Vanessa et Pop70, m'ont demandé si l'avocat n'était pas trop gras. Alors, si, l'avocat est très gras, d'accord ? C'est d'ailleurs le seul fruit et légume qui contient autant de lipides. Les lipides, c'est les graisses, d'accord ?
Donc c'est un fruit effectivement calorique, très calorique si on s'en tient aux calories et aux lipides, donc les graisses contenues dans l'avocat. Mais c'est un aliment qui trompe, c'est-à-dire que vous êtes parfois réticent, et je pense que c'est un petit peu dans ce sens que vous m'avez posé la question, vous êtes réticent à consommer des avocats. Parce que quand vous regardez les qualités nutritionnelles, peut-être sur internet, sur des applications, vous voyez avocat, tant et tant de calories pour 100 grammes, tant et tant de lipides, waouh, les lipides c'est des graisses, on n'y touche pas. Sauf que vous vous trompez, d'accord? L'avocat a plein de bienfaits, d'intérêts. Donc consommez des avocats, je vous dis juste comment les consommer, en quelle quantité et à quoi ils servent. Ou en tout cas, quelles sont les vertus de l'avocat. Première chose, les avocats sont riches en fibres. Les fibres, c'est bon pour la santé, ça amène la satiété et ça facilite le transit. En tout cas, ça régule le transit correctement. Donc les fibres, il faut en consommer et on a tendance à en sous-consommer, d'accord? C'est souvent quelque chose qui peut très vite nous manquer dans l'alimentation au quotidien. Un demi-avocat, en termes de fibres, ça amène 15% des besoins en fibres sur une journée. Juste avec un demi-avocat, on a déjà couvert le besoin en fibres de 15%. Donc c'est plutôt hyper intéressant. Vous allez avoir une satiété qui s'installe, c'est-à-dire qu'en consommant un avocat, vous allez être amené assez vite à satiété et du coup à consommer moins d'autres produits qui pourraient être bien moins bons que l'avocat. Et c'est surtout riche en bonnes matières grasses. Ce sont des bonnes graisses, d'accord? C'est des graisses, pareil, peut-être que certains sous-consomment. C'est notamment des acides gras oméga 9, oméga 6. Et ceux-là, pour notre santé cardiovasculaire, ils sont juste top, ils sont hyper importants. Et pour le cholestérol aussi. Donc là où peut-être il y a des préjugés sur le cholestérol et l'avocat. Non, au contraire, consommez des avocats pour votre cholestérol. De plus, on rajoute des vertus à l'avocat, ils sont riches en vitamines et en minéraux. Donc pourquoi se priver de l'avocat? Alors maintenant, évidemment, il ne faut pas consommer 4 avocats par jour, d'accord? Mais je vous propose une prochaine collation, par exemple, qui peut me dire, ok, demain, ma prochaine collation, je vais prendre un demi-avocat. Ça peut être, on n'y pense pas forcément, mais à la place du fruit, par exemple, en demi-avocat, ça peut faire une petite collation sympa, équilibrée et saine surtout. C'est bon pour votre santé. Donc ne vous privez pas de l'avocat. J'ai oublié de vous dire aussi que l'avocat, au niveau de la tension artérielle, ça a des vertus. Et aussi au niveau de la peau et au niveau de la vue, d'accord? Donc voilà, je pense que je vous ai démontré là en très peu de temps que l'avocat, certes c'est gras, hein, la question de départ c'est est-ce que l'avocat n'est pas trop gras? Alors trop gras non, à condition de limiter la quantité que vous allez manger d'avocat, mais c'est vrai que c'est très gras, mais par contre c'est les bonnes graisses et celles que on a tendance à oublier et à ne pas assez consommer. Donc allez-y sur l'avocat, vous pouvez largement, et même je vous encourage à consommer de l'avocat. Donc demain, si vous faites les courses, prenez des petits avocats et puis faites-vous des collations, des goûters avec un demi-avocat et vous allez voir que c'est plutôt pas mal et c'est sain et ça va vous caler au niveau de la faim. Si vous avez faim, c'est un bon remède aussi de prendre un petit avocat ou alors un demi s'ils sont un petit peu gros. Ok? Mettez-moi des petits pouces si vous êtes toujours là pour cette session questions-réponses de ce soir. Je vois que Catherine et Marie-Hélène nous ont rejoints. Bonsoir les filles, bonsoir à tous. Je continue avec mes questions-réponses. Alors, j'ai une question d'Elisabeth qui m'avait demandé dans un live s'il fallait plutôt consommer du lait de brebis ou chèvre ou au contraire consommer du lait de vache. Alors, elle me posait la question pour les yaourts, mais globalement, j'englobe ça sous d'un côté lait de chèvre, lait de brebis et de l'autre côté lait de vache. Elle me demande, Elisabeth, quel lait elle doit consommer. Alors, le premier postulat de base, c'est vous êtes nombreux, notamment à l'âge adulte du coup, puisque j'imagine que vous êtes principalement des adultes derrière votre écran ce soir. Vous êtes nombreux à faire des intolérances, alors légères ou alors plus prononcées, au lait de vache. Donc là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Il ne s'agit pas d'enlever complètement votre consommation de lait ou de yaourt ou de fromage blanc. Par contre, pour ces personnes-là, si vous êtes concernés par cette intolérance, je vous engage à essayer effectivement le lait de brebis, les yaourts de brebis ou les yaourts de chèvre, parce qu'ils sont plus digestes. Et souvent, quand on est intolérant, le lait de vache peut complètement nous irriter. Et à l'inverse, ça passe des fois très bien avec le lait de brebis ou le lait de chèvre.
Donc, si vous êtes intolérant, clairement, le lait de vache, si vous savez que vous ne le digérez pas, arrêtez, d'accord? C'est pas la peine de vous mettre mal à chaque fois que vous en consommez. Donc, tentez le lait de vache, ou le lait, pardon, de brebis ou le lait de chèvre et vous me direz si c'est mieux. Généralement, c'est beaucoup mieux. Sinon, si vous n'êtes pas concerné par cette intolérance, je ne vais pas vous donner de réponse très franche, très arrêtée sur la question parce que c'est quelque chose qui se traite en individuel. C'est-à-dire qu'il faut que j'en sache un petit peu plus sur pourquoi vous en consommez, dans quel cadre, à quelle fréquence, comment vous le répartissez sur votre journée. Maintenant, je peux quand même vous dire que le lait de brebis, certes, il se digère mieux. De plus, les brebis sont souvent moins attaquées, entre guillemets, par les traitements vétérinaires que les bovins. Donc, ça se ressent un petit peu derrière dans notre assiette et dans le lait, dans le fromage blanc ou dans les yaourts. Donc, ça peut être un plus qui joue en la faveur du lait de brebis ou du lait de chèvre. Qu'est-ce que j'ai noté encore? C'est riche en protéines, le lait de brebis ou le lait de chèvre. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis à consommer ce type de lait plutôt que le lait de vache. Par contre, il y a quand même des bémols sur ce type de lait. C'est le prix, c'est pas toujours, c'est un peu plus élevé que le lait de vache ou que les yaourts à base de lait de vache. Et ça passe pas toujours au niveau du goût. Donc il faut tester, il faut voir si au niveau du goût ça peut vous convenir ou pas. Et moi ce que je vous encourage à faire c'est de tester, de varier si vous n'avez pas d'intolérance au niveau du lait de vache. Et évidemment si vous avez une intolérance au niveau du lait de vache, je vous encourage à consommer ces produits-là. Les produits laitiers sont importants, d'accord? Donc ne les enlevez pas de votre alimentation, trouvez une alternative qui puisse vous convenir en fonction de votre profil. Ça c'est un indispensable. Mais pour cette espèce de compétition entre lait de vache, lait de vache et de l'autre côté lait de brebis, lait de chèvre, faites le test. À vous de voir et écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, voir comment vous le digérez, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Si il va y avoir des produits qui vous conviennent plus que d'autres, ça c'est sûr. Je fais une petite aparté pour lire vos commentaires parce que je vois que Catherine me dit un avocat et un peu de citron, c'est top pour un déjeuner. Oui, avocat citron, c'est vrai que c'est bon au goût, c'est bon pour la santé. Donc, effectivement, Catherine, pour une collation, parce qu'un déjeuner, ça fait un peu léger, ça suffira pas. Pour un déjeuner, c'est juste ça, mais pour une collation, ça peut être top. Prenez un demi-avocat s'ils sont gros. Si c'est des tout petits, vous pouvez en prendre un entier. Voilà. A priori, vous êtes tous là, vous suivez tous, c'est génial. Je continue. J'ai une question de Pierre. Pierre me demandait si manger trop d'œufs était un danger pour la santé. Alors, je pense que Pierre fait référence notamment au cholestérol. C'est vrai qu'on a longtemps entendu les œufs, attention, le cholestérol, c'est pas bon. Effectivement, le cholestérol est contenu uniquement dans le jaune d'œuf. Dans le blanc, il n'y a pas de cholestérol. Donc, on a été longtemps réticents à cette consommation d'œufs par rapport au cholestérol. Maintenant, il y a des études récentes qui ont démontré que consommer des œufs en quantité raisonnable, alors il faudra voir ce que ça veut dire en quantité raisonnable, mais consommer des œufs en quantité raisonnable, n'augmentez pas le mauvais cholestérol, d'accord? Le mauvais cholestérol, c'est le LDL, si vous voulez checker sur vos prises de sang, le mauvais cholestérol, c'est le LDL. Donc, ces études nous disent si la quantité d'œufs est raisonnable, dans une semaine par exemple, on va prendre une unité de semaine plutôt qu'une fenêtre d'une journée, a priori il n'y a pas de problème au niveau du cholestérol. Alors, moi la première petite alerte que je vous mets en lumière, c'est lié à la consommation d'œufs que vous faites vraiment, les œufs durs, les œufs au plat, les œufs brouillés, les œufs à la coque, etc. Et il y a les œufs qui sont cachés, d'accord, dans les préparations. Vous faites une quiche, il y a des œufs. Vous faites un gratin et vous rajoutez des œufs, d'accord. Donc attention aux œufs cachés. Il faudrait, je pense, pour une alimentation normale, pour un régime, entre guillemets, pas au sens restrictif, mais pour une hygiène alimentaire normale, je vous conseille de ne pas dépasser 6 à 8 œufs par semaine, d'accord. Ça, c'est une indication globale, c'est une fourchette qui pourrait convenir à tout le monde. Maintenant, si vous êtes sur un régime hyper protéiné, si vous êtes sur une prise de masse et que vous consommez beaucoup plus d'œufs,
que ça par semaine, je vous invite à me contacter pour qu'on en discute, pour voir si vraiment cette consommation d'œufs, qui peut paraître un peu excessive, est vraiment appropriée et si elle vous apporte vraiment quelque chose. Mais voilà, pour répondre à Pierre qui me disait est-ce que trop d'œufs est un danger? Alors trop, ça dépend ce que tu entends par trop en fait. Moi je te conseille de ne pas dépasser 6 à 8 œufs par semaine. Voilà, encore une fois, c'est une fourchette. Et attention à tous les œufs cachés qu'on a tendance à oublier dans la consommation. Les œufs, pour leur donner des vertus, elles sont faciles à trouver, ces vertus. L'œuf, c'est une qualité de protéines exceptionnelle, d'accord? C'est une haute qualité en protéines, l'œuf. Donc, c'est une valeur nutritive énorme en termes de protéines. C'est excellent pour les protéines. Elles sont source de vitamines aussi, plein de vitamines différentes, des antioxydants aussi. Donc faut pas s'en priver. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'œuf. Certes, il y a aussi des lipides, notamment des acides gras saturés, puisque c'est une protéine donc animale. Et les acides gras qu'on retrouve dans l'œuf sont saturés. Mais encore une fois, si vous contrôlez votre consommation sur une semaine ou sur une journée, enfin voilà, dans une fréquence, si vous contrôlez la fréquence et la quantité de consommation, il n'y aura pas de problème pour vous a priori. Juste une remarque, choisissez des œufs bio, d'accord? Essayez de trouver des œufs qui sont bio et dont les poules ont été élevées aux graines de lin. Ça, c'est le must, ça, d'accord? Il a été prouvé qu'en fait, si vous consommez des œufs qui sont bio, vous avez 5 fois plus d'apport en oméga 3 que des œufs qui sont pas bio. Donc, voilà, je pense que le choix est vite fait. Il faut juste prendre le temps de faire la démarche de choisir des œufs bio. Ça, vraiment, je vous encourage. Si vous commencez par le bio, si vous avez envie d'introduire du bio dans votre vie, commencez par les œufs et les céréales. C'est les deux premières sources de bio que vous devez mettre dans votre vie. Et ça, je vous y encourage vraiment. Ensuite, je continue sur mes questions-réponses. Il y avait Marie Zoli. Marie, je ne sais pas si tu es là ce soir. Fais-moi un petit coucou si tu es là dans les commentaires. Elle me demandait si les légumes congelés étaient bons. Alors, je vais te répondre là pour le coup assez clairement, Marie. Déjà, les légumes, quels sont leurs intérêts et notamment par rapport à ta question de légumes congelés. Le premier intérêt des légumes, c'est d'avoir un apport vitaminique, d'accord, un apport en vitamines. Le deuxième, c'est d'avoir un apport en antioxydants. Les antioxydants, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des petites molécules qui sont dans notre alimentation, dans certains produits de notre alimentation, et qui, une fois ingérées, une fois qu'on a mangé ces aliments-là, dans notre corps, elles vont capturer, elles vont capter, elles vont emprisonner les radicaux libres. Et les radicaux libres, ce sont des molécules qui sont agressives pour notre organisme. Donc du coup, notre alimentation, elle doit être pleine d'antioxydants, d'accord? Parce qu'à l'intérieur, ces antioxydants, ils vont être libérés, ils vont capter les radicaux libres et ils vont les faire disparaître. Et du coup, pour notre santé, on aura moins de molécules agressives à l'intérieur de nous. Donc voilà l'intérêt des légumes. D'un côté, les vitamines, de l'autre. Alors il y en a plein d'intérêts, mais là, pour répondre à ta question sur les légumes congelés, nous, notre but, c'est d'avoir des légumes qui sont pleins de vitamines et d'un autre côté, plein d'antioxydants. Donc il faut que la teneur de nos légumes soit le plus élevé possible en vitamines. D'accord? Ça, c'est le principe. Dans ce but, dans ce processus de trouver des légumes, ou en tout cas une forme de légumes, qui présente la plus haute teneur en vitamines et en antioxydants, le choix numéro 1, le meilleur choix possible de légumes, évidemment, c'est les légumes frais. À condition, et la condition, elle n'est pas négligeable, à condition que vos légumes ont été récemment cueillis. Je m'explique. Si vous achetez des légumes, on imagine, vous allez au supermarché ou dans votre épicerie bio, vous achetez des courgettes. Si ces courgettes, vous les faites traîner une semaine, enfin faites traîner entre guillemets, mais si elles restent une semaine dans votre bac à légumes ou dans votre garde-manger, et ben une semaine après, les vitamines, elles auront complètement chuté. Elles vont perdre en vitamines et en antioxydants. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu des variations de température, parce qu'il y aura eu des expositions à la lumière, parce qu'il y aura eu des expositions à l'air, et tout ça engendre des phénomènes chimiques qui font que les vitamines s'évaporent, d'accord? Donc le choix numéro 1, évidemment, c'est les légumes frais, mais à condition de ne pas les laisser traîner, de réduire la durée le plus possible entre la cueillette et le moment où vous les cuisinez et où vous les mettez dans votre assiette. Ça, c'est le premier choix. Et du coup, j'en arrive
à ta question Marie, je crois que c'était Marie, oui c'était Marie qui m'a posé cette question, les légumes congelés. Les légumes congelés, moi je les mettrais en deuxième. Voire en premier ex aequo si vous n'arrivez pas à justement réduire cette durée ce délai entre la cueillette et l'assiette. Les légumes congelés ils sont hyper intéressants parce que souvent ils ont été congelés rapidement après la cueillette. D'accord? Et le processus de congélation, de surgélation va faire en sorte que ils vont garder au maximum leurs vitamines. Donc avoir un sachet de légumes, de 3 légumes différents dans le congélateur, c'est vraiment une bonne alternative pour consommer des légumes et essayer de faire en sorte qu'ils ne perdent pas, ou en tout cas le moins possible, de leurs vitamines. Attention juste quand même à ces légumes congelés, aux préparations. Là, je vous parle de légumes, vraiment les légumes bruts qui ont juste été sans ajout, sans rien du tout. Hein. Je vous parle pas des préparations, des poêlés de légumes dans lesquels on rajoute des petits dés de lardon, dans lesquels on rajoute un peu de crème fraîche, un peu parfois de conservateur, enfin pas de conservateur mais d'additifs. D'accord? Donc ça, évitez. Moi, je vous parle vraiment des légumes. Regardez dans les ingrédients hein, sur vos sachets avant de les acheter. Il faut qu'il y ait que le légume en tant que tel. D'accord? Attention aussi à la durée ou au délai entre la décongélation et la cuisson. Il faut que quand vous décidez de consommer vos légumes congelés, vous ne les laissiez pas décongeler à l'air libre avant de les consommer. D'accord? Donc vous les sortez du congélateur et tout de suite vous les cuisinez. Vous les faites cuire, vous les préparez tout de suite. Ne les laissez pas décongeler à l'air libre. Ça je vous le déconseille parce que là encore, variation de température, exposition à la lumière, exposition à l'air ambiant, ça va perdre en qualité nutritive. D'accord? Donc en deuxième, les légumes congelés, c'est un bon choix, une bonne alternative pour répondre à Marie qui me posait la question de savoir si elle pouvait en consommer. Et alors en tout dernier, et vraiment, je vous invite à réduire ce genre de consommation-là, c'est les légumes en boîte, en conserve. Il y a un processus en fait d'apertisation qui fait que le légume en fait, il va être dépourvu d'une grande partie de ses vitamines et de ses antioxydants. L'apertisation en fait, c'est un processus complètement industriel. C'est ce qui se passe quand les industriels mettent les légumes en conserve. Le problème, c'est que ça détruit carrément les vitamines. Donc à la fin, il reste presque rien par rapport aux produits bruts. Si vous achetez des haricots verts, entre les haricots verts que vous aurez cueillis et ceux que vous avez à la fin dans la conserve, il y a vraiment un monde entre les deux et c'est presque plus le même produit, en tout cas en qualité nutritive. Donc les légumes en conserve, c'est vraiment ceux à mettre en dernier, voire pas du tout. Si vous pouvez faire sans, c'est génial. Voilà pour la question sur les légumes. Ceux qui nous ont rejoints, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Je vous rappelle, donc ce soir, je fais une session spéciale questions-réponses par rapport aux questions que vous m'avez posées sur les lives précédents dans les commentaires et auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre en live parce que des fois ça défile tellement vite que j'ai pas le temps ou que je vois pas et ça passe un petit peu à la trappe. Donc j'ai repris en fait sur mes feuilles là, c'est pour ça que des fois je lis, hein, c'est parce que j'ai ma feuille en dessous pour lire vos questions et j'ai repris toutes les questions auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre en live et du coup j'y réponds. Voilà où on en est ce soir. Ensuite, j'ai encore 2 questions auxquelles je vais répondre. C'est la question une première question de Blackso. Blackso, si tu es là, tu m'avais demandé si les protéines en poudre, c'était bon ou pas. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Blackso, que la première question, c'est pas de savoir si c'est bon ou pas, parce que en soi, je peux déjà t'y répondre, c'est pas mauvais, d'accord? La question, c'est de savoir pourquoi on les consomme, d'accord? Est-ce que vous consommez, ceux qui sont là, dites-moi, est-ce que vous consommez des protéines en poudre? Et dans quel but vous les consommez, d'accord? Parce que si vous les consommez sans savoir pourquoi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, avant de savoir si c'est bon ou pas, il faut vous poser la question de vous dire pourquoi moi je les consomme, d'accord? Quel est le but? Pourquoi je vais consommer des protéines en poudre? Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, les protéines en poudre sont très connues dans le milieu des sportifs notamment. À la base, hein, c'était les sportifs qui ont un petit peu mis ça dans le monde actuel, dans l'alimentation actuelle. C'est du coup des protéines qui sont extraites du petit lait souvent et qu'on consomme pour complémenter notre alimentation, c'est-à-dire pour des fois même supplémenter, c'est-à-dire pour apporter plus de protéines dans notre alimentation que celles qu'on amène avec notre alimentation normale, entre guillemets, avec les aliments du quotidien.
À quoi ça sert? Bah, c'est ça la question qu'il faut que tu te poses, Blackso en l'occurrence, puisque c'est Blackso qui me pose la question. Pourquoi tu en prends? Si tu sais pas pourquoi t'en prends, contacte-moi. Le lien est dans le descriptif de la vidéo et on verra ensemble si vraiment elles sont nécessaires pour toi ou pas. Pour te répondre de façon un petit peu schématique, les protéines, de façon générale, on peut couvrir notre besoin en protéines avec l'alimentation normale. Quand je dis l'alimentation normale, c'est les aliments du quotidien, d'accord, qu'on consomme tous. Notamment pour les protéines, les sources animales, donc viande, œufs, poissons, produits laitiers, les sources végétales, surtout dans les légumineuses. D'accord? Donc normalement, si on a une alimentation équilibrée, elle suffit, cette alimentation-là, l'alimentation normale, entre guillemets, elle suffit à apporter tout le besoin en protéines nécessaire. D'accord? Maintenant, il y a des besoins spécifiques. Il y a des personnes qui sont sur des objectifs de prise de masse. Il y a des personnes qui font du travail en force. Il y a au niveau de l'activité physique, hein, j'entends. Il y a des personnes qui veulent développer leur masse musculaire de façon vraiment importante et qui n'arrivent pas dans leur plan alimentaire, à atteindre ces objectifs de quantité de protéines à consommer par jour. Et c'est ces personnes-là pour lesquelles on va envisager un apport en protéines supplémentaires par les protéines en poudre. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de consommer 30 grammes de protéines en poudre mélangées à de l'eau et de boire son shaker de protéines plutôt que de consommer, je sais pas, 3 œufs par jour en plus avec 3 steaks. Enfin, j'exagère hein, les volumes, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, il faut, Blackso, pour répondre à tes questions, que tu te poses la question, avant de savoir si tu vas en consommer ou pas, il faut que tu saches pourquoi. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu en as vraiment besoin, ok, là, dans ce cas-là, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir des besoins spécifiques, d'accord? Notamment, le premier besoin, c'est souvent les prises de masse et la construction musculaire. Les protéines, c'est celles qui vont construire le muscle, d'accord? Mais si on fait pas de sport en parallèle, si vous ne faites aucune activité physique, on raye les protéines en poudre de la carte, d'accord? Vous n'en avez pas besoin. Donc, encore une fois, le choix de prendre des protéines en poudre, ça peut être une solution par rapport à un besoin spécifique. Mais je vous déconseille de faire ça tout seul. Ne faites pas ça tout seul, n'écoutez pas forcément tout ce qui se dit à ce propos-là. Si vous avez besoin ou si vous avez un doute sur la consommation de ces protéines-là, il faut que vous vous fassiez accompagner par un expert, par quelqu'un qui vous conseille. Je suis là pour ça d'ailleurs, sur le choix des protéines, quelles protéines vous allez consommer, en quelle quantité, à quelle fréquence, à quelle répartition, quand par rapport à votre séance de sport. Ça, c'est des questions hyper importantes. Sinon, vous vous plantez sur la consommation de protéines en poudre. Ça, c'est clair. Donc, les protéines en poudre, je vous le rappelle, j'ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez nous contacter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de bosser avec des gens déterminés, avec des gens qui ont un objectif et qui ne lâcheront rien, qui ont un projet qui leur tient à cœur. Et auquel cas, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez à travers ces petites caractéristiques-là que je viens de donner, appelez-nous, contactez-nous, prévoyez un rendez-vous téléphonique. Et derrière, on enclenchera quelque chose de spécifique. Donc, Blackso, je t'encourage à le faire si tu as besoin que je t'accompagne sur justement la consommation de tes protéines en poudre et de ton plan alimentaire de façon générale. Mais c'est quelque chose qui, voilà, ça ne s'invente pas, les protéines en poudre. Il faut bien les doser, bien les répartir de façon judicieuse pour que ça ait un bienfait, un impact sur tes objectifs. Voilà pour les protéines en poudre. J'ai une dernière question qui m'a été posée la semaine dernière par Fred. Fred, à la fin de la vidéo de la semaine dernière, tu m'as parlé de monodiète de pommes. Est-ce que tu es là, Fred? Mets-moi un petit coucou si jamais tu es là. Si tu revois un replay, commente quand même en replay la vidéo pour que je m'assure que tu as eu ta réponse à la question. Donc ta question c'était qu'est-ce que je pense moi de la monodiète de pommes. Alors pour tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'une monodiète? Une monodiète, c'est le fait de consommer un seul aliment sur une période donnée. Ça peut être un jour, ça peut être un repas dans la journée, ça peut être 3 jours consécutifs. Cet aliment-là, donc Fred il me parlait des pommes, parce que c'est vrai que beaucoup de monodiètes se font sur la pomme. Donc le principe c'est en fait de manger que des pommes et que ça.
en plus d'une hydratation. Donc au niveau de l'hydratation, vous pouvez vous hydrater avec de l'eau, du thé, de la tisane à volonté. Les pommes aussi sont à volonté, donc on n'est pas du tout sur un aspect quantitatif, puisque là on est sur du à volonté. Par contre, on ne consomme qu'un seul aliment. Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt en fait, et c'est pour ça que les monodiètes sont un petit peu arrivées comme ça au goût du jour, c'est que ceux qui défendent les monodiètes disent, en fait la monodiète ça permet de mettre un petit peu notre système digestif au repos, dans le sens où elle aura qu'un seul aliment à digérer, d'accord? Elle va pouvoir du coup, on parle de détox, du rein, du foie notamment, de l'estomac, des intestins qui sont des organes clés au niveau de la détox. Et du coup, la monodiète pourrait, je dis bien, répondre à ce besoin de décrassage. Imaginez en fait notre corps comme un espèce de moteur qui, à force de digérer, s'encrasse à certains endroits. Et du coup, le fait de lui amener qu'un seul aliment à digérer, ça permettrait justement à notre moteur interne là de se décrasser, de se détoxifier. D'accord? Ça, c'est l'argument phare des détox et des monodiètes. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est un petit peu comme la question d'avant. Fred, il me demandait est-ce que c'est bon ou pas? C'est comme les protéines en poudre avant. La première question, c'est pas de savoir si c'est bon ou pas, c'est de savoir qu'est-ce qui vous motive à faire cette monodiète. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais faire une monodiète? Quel est l'intérêt pour vous? Est-ce que... alors, première chose, si l'intérêt, c'est de se dire, je vais faire une monodiète pendant 3 jours ou 2 jours pour perdre du poids, je vous arrête tout de suite, c'est niet. D'accord? La monodiète n'est pas faite pour perdre du poids. Alors oui, vous allez peut-être perdre un tout petit peu de poids, mais derrière, vous allez les reprendre parce que c'est pas des poids, c'est pas des kilos qui sont, comment dire, c'est pas une perte de poids durable, d'accord? La monodiète n'est pas faite pour perdre du poids. Donc si vous êtes dans une optique de perdre du poids et que vous vous dites, je vais tester la monodiète, c'est quelque chose que j'ai jamais testé, allez, on se lance, on verra bien. C'est pas la peine de faire l'effort sur 3 jours ou sur la durée que vous aurez fixée. Non, pas de monodiète pour la perte de poids. Maintenant, si vous avez envie de tester la monodiète pour un sentiment de bien-être, un ressenti, des sensations d'allègement, des sensations de légèreté au niveau du système digestif, j'ai envie de dire, moi je vous, faites, essayez. Alors je vais juste vous expliquer quand même mon vécu à moi et je vais vous dire pourquoi, quels sont les bienfaits et quels peuvent être à l'inverse les limites, voire les effets délétères. La monodiète de pommes, ce qui est bien, c'est que c'est riche en fibres, d'accord? Les pommes, elles sont bourrées de fibres, donc ça c'est bien, ça va vous amener des fibres, c'est bon pour la satiété, donc vous n'aurez pas faim puisque vous pouvez en manger à volonté. Et vous aurez un transit régulé. Choisissez les pommes bio, d'accord, pour que vous ayez ajouté à ces fibres une qualité nutritionnelle qui est quand même beaucoup plus élevée que si vous choisissez des pommes qui ne le sont pas bio. Donc prenez des pommes bio si vous voulez tester la monodiète. Maintenant, il y a quand même des sacrés bémols à cette monodiète et il faut que je vous en parle. Premier bémol, monodiète de pommes, au niveau protéines, c'est très faible, d'accord? L'apport en protéines, il ne va pas être assuré si vous prenez que des pommes. Deuxième chose, c'est compliqué d'associer une monodiète, en tout cas sur plusieurs jours, à une vie sociale, d'accord? Manger que des pommes, ça va être votre principal... ça va être que votre repas d'ailleurs, ça va être votre unique aliment, manger que des pommes. Sachant que si vous vivez avec des gens qui mangent autre chose à côté de vous, c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau de la vie sociale. Troisième chose, votre apport calorique va être trop faible, d'accord? C'est pour ça qu'une monodiète ne peut pas se faire au-delà de 3 jours. 3 jours, c'est vraiment le délai maximum, la durée maximum d'une monodiète si vous voulez la tester. N'allez pas au-dessus de 3 jours. 3 jours, c'est vraiment, on a poussé au max du max, pas plus. Vous allez donc avoir un apport calorique hyper faible, trop faible même par rapport à vos besoins, d'accord? Dernière chose, et qui pour moi est juste l'essentiel, c'est que un seul aliment ne peut pas, n'importe lequel, vous pouvez prendre tous les aliments que vous voulez, et les passer en revue l'un après l'autre, vous ne pouvez pas couvrir vos besoins avec un seul aliment. Donc la monodiète de pommes, c'est une des limites principales, c'est que vous pouvez tester sur des courtes durées si vous avez envie de voir ce que ça fait. Je l'ai fait, je vais vous en parler juste après. Mais par contre, il y a quand même des gros bémols. D'accord?
Le seul point positif, c'est effectivement peut-être que ça met un petit peu plus au repos votre estomac et tout votre système digestif. Et peut-être que ça va détoxifier et décrasser tout ça. Mais encore une fois, si vous êtes, enfin, ne le faites pas en vue de perdre du poids. Ça, c'est juste n'importe quoi. Ne le faites pas, d'accord? Maintenant, si vous avez envie de tester pour voir ce que ça fait, comme moi j'ai eu envie de tester, parce que c'est vrai que je teste beaucoup de choses dont je parle à mes patients et voilà, qui sont du domaine alimentaire, je teste, je fais un petit peu cobaye pour voir comment je ressens les choses. Moi, j'ai testé la monodiète de pommes sur 3 jours et je l'ai fait 2 fois dans un an. Alors déjà, 3 jours et 2 fois dans un an, c'est le maximum que vous puissiez faire. D'accord? Sinon, on passe de l'autre côté de la barrière et on va avoir trop de soucis qui vont avec cette monodiète. Donc pas plus de 3 jours et 2 fois par an maximum. Moi je l'ai fait sur un an. Au niveau ressenti, sur le moment venu, j'ai eu aucun problème. Alors après ça dépend des gens, mais je vais vous parler de mon cas perso. J'ai eu aucun problème au niveau de tenir ce régime, d'accord. J'ai eu aucun problème à manger mes pommes. J'ai jamais eu faim. L'intérêt des pommes aussi, c'est ça. On peut varier un petit peu les formes. J'ai mangé des pommes crues. J'ai alterné avec des compotes que je m'étais faites moi-même. J'ai alterné avec des pommes au four. Donc voilà, les textures, on a moyen de varier un petit peu les textures avec la pomme. C'est l'avantage aussi de la monodiète de pommes parce que vous pouvez faire des monodiètes sur certains autres aliments. Mais là, Fred m'avait demandé, donc sa question portait sur la monodiète de pommes. C'est justement celle que j'ai faite. Donc j'ai eu aucun problème à tenir le rythme sur les 3 jours. J'ai pas eu envie de craquer, j'ai pas eu besoin d'autre chose, donc je l'ai bien vécu. En fait, au niveau mental, moi je l'ai bien vécu. Alors je mets un bémol, c'est pas le cas de tout le monde, d'accord? J'ai des patients qui l'ont fait, qui ont été hyper désagréables pendant 3 jours au niveau de l'humeur, qui ont été frustrés, qui ont tenu mais qui étaient pas forcément bien dans leur basket et de bonne humeur sur ces 3 jours-là. Donc encore une fois, ce dont je vous parle, c'est ma propre expérience à moi, mais c'est pas forcément celle de tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comment je l'ai vécu? Donc ça, c'était sur le moment venu, j'ai eu aucun problème spécial. Les bienfaits, en fait, je les ai pas ressentis, pour tout vous dire. Je suis vraiment honnête avec vous. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'être plus légère, j'ai pas eu l'impression d'être moins ballonnée. Alors, je remets un bémol là parce que je suis pas ballonnée, j'ai pas de problème digestif, je suis pas trop irritable au niveau de l'estomac ou des intestins. Donc peut-être que ça a joué en ma faveur. Mais le problème, j'ai pas ressenti vraiment les bienfaits de cette monodiète. Donc je l'ai fait 2 fois quand même. Ça m'a pas paru je me suis pas mieux sentie en fait qu'avec une alimentation. Alors certes, mon alimentation elle est peut-être assez équilibrée en temps normal. Du coup, c'est sûr que si vous êtes sur une alimentation qui est pas très saine et que vous passez sur la monodiète, peut-être que d'un coup vous allez vous sentir tout léger et que au niveau digestif ça va aller mieux. Moi en tout cas, voilà mon ressenti, j'ai pas vraiment ressenti en tout cas au niveau de mes sensations. Peut-être qu'après dans mon corps effectivement, au niveau chimique, au niveau de ma physiologie, etc. Ça a eu des bienfaits, ça a eu des vertus peut-être. Mais en tout cas, moi, je les ai pas ressentis, ces vertus-là. Voilà un petit peu mon ressenti, ce n'est que le mien. On est tous différents, donc voilà, si vous avez envie, Fred, c'est pour répondre à ta question, si tu as envie de tester la monodiète de pommes, essaye. Moi, je vous conseille quand même de le faire. Alors, il y a un petit peu 3 modes. Le premier, c'est de faire 3 jours comme moi j'avais fait. C'est quand même long, c'est pas forcément celui que je vous conseille, d'accord? Il y a une deuxième méthode qui consiste à faire 1 jour par semaine, ce qui est déjà plus abordable, donc essayez, vous pouvez commencer par celui-là. Et il y a encore un 3e mode de monodiète qui est de faire un repas par jour. Donc vous avez un peu ces trois on va dire modalités-là en termes d'organisation. Si vous avez envie de tester par curiosité, comme moi j'ai pu le faire, clairement c'était par curiosité pour voir ce que ça faisait, pour savoir de quoi je parlais, vous pouvez le faire, mais attention à pas tomber dans un truc où vous allez faire 5 monodiètes par an. Là-dessus, non, ça a pas ces vertus-là, il n'y aura pas des bienfaits de ce point de vue-là. Voilà, et je vois que Baptiste est arrivé en cours de route.
Hello Baptiste, j'ai pensé à toi la semaine dernière pour ton concours. Alors j'espère que tu as cartonné, tu me raconteras. T'arrives un petit peu à la fin en fait de mon live, mais c'est pas grave, vous pourrez le voir. Tous ceux qui arrivent, j'ai vu que Colette aussi. Colette, que je suis en coaching perso. J'espère que tu vas bien, Colette, que ton plan alimentaire se déroule du mieux possible. Donc j'espère que voilà, ceux qui arrivent en cours de route, vous pourrez revoir le live. Ce soir, je vous répète, on était sur un live questions-réponses. Donc j'avais relevé en fait sur mes petites feuilles toutes les questions qui étaient restées sans réponse jusque-là. Toutes les questions que vous m'aviez notées dans les commentaires et qui passent à la trappe parce que des fois en live, ça va trop vite. Et j'ai pas le temps de tout répondre. Donc voilà, je les ai reprises une à une et j'espère en tout cas vous avoir apporté les réponses que vous souhaitiez. J'espère que ceux qui ont posé des questions étaient là et seront là en replay éventuellement pour revoir ce live. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, on se retrouve. Alors la semaine prochaine, on se retrouve lundi à la place de mardi. D'accord, c'est exceptionnel, on vous le rappellera d'ici là, mais la semaine prochaine, mon live il sera lundi soir à 18h30, donc même heure, mais pas même jour, c'est exceptionnel. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Baptiste me dit que ça s'est bien passé, yes, ça j'en étais sûre Baptiste, tu cartonnes. C'est cool, tu t'es donné les moyens, et oui, il faut se donner les moyens, donc voilà. Si vous avez envie de vous donner les moyens, appelez-nous et on vous coachera de façon individuelle avec, encore une fois, je vous le rappelle, ce qu'on vous propose c'est du sur-mesure, c'est du clé en main, c'est sans prise de tête, on n'est pas au gramme près, on pèse pas si vous n'avez pas envie de peser, on compte pas les calories si vous n'avez pas envie de compter les calories, c'est voilà, au feeling et surtout au cas par cas. Et je pense qu'elle est là, la clé de la réussite, c'est de vous apporter aussi quelque chose au cas par cas. Si vous êtes intéressé et surtout si vous êtes motivé, déterminé, cliquez sur le lien qui est dans le descriptif. Et puis voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Je vois que vous me dites bonne soirée. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.